Au Eh bien, Québec, ce c'est un peu soir, comme un extraterrestre. eh bien, Oui. ce soir, on ne se lancera pas avec un gros générique, mesdames et messieurs. On va s'en aller directement en direct avec Cal Brochu et son invité. Bon, petit problème d'audio, pas d'audio, mais de vidéo qui fait en sorte que j'ai pas le générique correctement inscrit. Nous sommes en direct avec Cal Brochu qui va nous introduire son invité. Et par la suite, on va faire un petit résumé des manchettes du jour, puis on va se lancer après ça immédiatement avec le sujet crucial de comment est-ce que son invité se sent versus tout ce qu'on entend sur la laïcité du Québec. Donc, Carl, tu es avec moi? Oui, salut Jean-Marc, comment ça va? Ça va très bien. On t'a manqué dimanche, moi aussi. On m'a manqué dimanche. Mais c'était pas trop désagréable de prendre un peu de congé avec tout ce qu'on voit de ce temps-ci. Écoute, Jean-Marc, j'avais préparé une petite émission quand même. J'avais annoncé aux auditeurs que j'allais vous parler de Jason Kenney, le nouveau premier ministre de l'Alberta. Qui nous a adressé une partie de son discours de victoire en français. Je crois que M. Kenney s'est fait dire par certains au Canada anglais de pas trop brasser la cage actuellement parce que je pense qu'on s'aperçoit que François Legault est en train de prendre beaucoup de poids dans l'opinion publique de l'ensemble des Québécois, non seulement au niveau de la laïcité, mais M. Kenney actuellement attend peut-être la prochaine élection fédérale, là, garde peut-être ses roches dans ses poches, mais c'était drôle de voir le premier ministre de l'Alberta s'adresser en français, une langue qui s'est pourtant fait huer là, quelques semaines avant. Pendant la campagne électorale, rappelez-vous là, qu'il y a un maire qui a voulu parler en français lors d'un rassemblement et il s'est fait huer parce que M. Legault là, venait de parler là, du pétrole sale de l'Alberta. C'est un terme aussi parce que sur ma page Facebook, je publie beaucoup d'informations sur le sujet parce que je trouve très intéressant, Jean-Marc, qu'on fouille l'histoire, pas l'histoire, mais le contenu médiatique par rapport à l'Alberta. Il faut exposer comme il faut le débat sans le vouloir, dans une habitude fédéraliste où on manque beaucoup d'arguments actuellement. Monsieur Kenney soulève des questions par rapport à la péréquation, par rapport au gazéoduc qui veut passer à travers le Québec. Je lis les commentaires qui sont reliés à ce débat-là. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de désinformation et de gens mal informés. J'ai des commentaires, entre autres, que les gens disent on devrait choisir le pétrole de l'Alberta plutôt que celui de l'Arabie saoudite. Donc, oui, c'est ce qu'on fait déjà. On achète au plus de 50% de notre pétrole qui vient de l'Alberta, soit par train ou je sais qu'il y a aussi des gazéoducs actuellement qui circulent à travers le Canada. Mais bref, le Québec achète déjà du gaz de l'Alberta. Puis, ce que l'Alberta veut faire et ce qui est mal compris de certains, aveuglé là par je sais pas quel mythe albertain. Les Albertains, ce qu'ils veulent, ce que monsieur Jason Kenney de l'Alberta nous demande de faire, c'est de passer un tuyau à travers le Québec qui se rendrait au Nouveau-Brunswick où les Irving auraient un gros avantage pour vendre le pétrole un peu partout dans le monde. Et là, c'est là qu'on se frotte à deux visions là, du monde entre le Québec qui veut une énergie verte et l'Ouest canadien qui voudrait nous passer des gazéoducs de pétrole pour le vendre partout dans le monde.
ça manque un peu de logique. Puis c'est ça. J'ai mis un post sur ma page Facebook tantôt sur François Legault qui propose une ligne électrique vers l'ouest plutôt qu'un gazéoduc de pétrole vers l'est. Puis ça, ils l'ont refusé déjà. Faut rappeler aux auditeurs que on a aussi un conservateur Ford en Ontario qui aime mieux continuer à investir dans le nucléaire pour produire de l'électricité que d'acheter nos surplus d'électricité. Ben, laissez faire, on va le vendre à nos voisins américains. Puis, on va comprendre vite, là, que nos adversaires de jadis, du Canada anglais, qui nous ont fait peur au niveau économique de toutes sortes de manières, risquent de changer de ton. Un peu comme M. Kenney a fait là à son discours, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir des interlocuteurs un peu plus polis. Puis moi, je pense que s'ils veulent commencer à nous faire peur, la vision environnementaliste que, entre autres, les jeunes ont, je pense que la vision nationale du Québec va marquer beaucoup de points face au Canada pétrolier. Puis Justin Trudeau, en achetant le gazéoduc là, qui passe dans l'Ouest ou qui veut passer dans l'Ouest, a comme donné un message aux environnementalistes du Canada qui est vraiment Monsieur Trudeau, même en matière environnementale, a déçu. Puis donc il faut c'est ça, il faut marquer des points. François Legault a plein de cartes dans son jeu actuellement. Puis j'aime bien la réponse qu'il a donnée à la fin de la semaine face aux demandes là, de Jason Kenney qui veut avoir son gazéoduc, qui disait aussi qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale au Québec pour passer un gazéoduc. Et c'est là que le nœud il faut exposer le dossier du pétrole albertain actuel. C'est-à-dire qu'en ce moment, il passe par train. Et ça l'a coûté 47 morts au lac Mégantic il y a une couple d'années. Et quand on passe du pétrole, une matière aussi dangereuse sur un territoire comme le Québec, on doit effectivement dire votre péréquation, gardez-la. Mais on veut des droits de passage. C'est-à-dire que Jason Kenney, de toute façon, en ce moment, n'en passe par des trains. Et la péréquation, la quantité, je voudrais qu'on vérifie les chiffres, mais selon M. Nantel, on dit qu'il y a 1 500 000 barils par jour qui passent sur le territoire québécois. Et où il part. Donc, si on chargeait des droits de passage au même niveau que d'autres pays dans le monde où ça se fait, où on doit passer sur des territoires, ben c'est là qu'on verrait que le dossier albertain prend une toute autre dimension. C'est là qu'il faut sortir de la matrice canadienne et d'exposer la force géographique du Québec et sa vision environnementaliste. C'est pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, c'est qu'au Québec, on avait des rivières, on n'avait pas de pétrole à part l'île d'Anticosti, on pense qu'il y a une nappe de pétrole là épouvantable là, qui pourrait nous fournir une coupe de décennies. Mais pour le reste, il y a des rivières qu'on a utilisées avec des barrages hydroélectriques. Puis il y a toutes sortes de... donc, on a développé ça au Québec. On a, au prix de certaines rivières aussi, on ne doit pas faire ça n'importe comment. Puis, il faut aussi... Mais je pense que au Québec, la vision qu'on a du futur est, à mon avis, beaucoup plus prometteur. Puis, c'est ça, là. Je voulais vous parler de Jason Kenney hier à ton émission Simplement Dimanche, mais je voulais en profiter pour t'en parler ce soir. Ben, je n'ai pas fait d'émission hier parce que c'était la Pâques et je vous dirais honnêtement, j'avais également un méchant problème Internet. Ils ont tout arraché le câblage et Bell Canada m'a
pour me dédommager, m'ont déjà informé qu'ils vont tous venir réarracher tout l'équipement qu'ils ont installé en fin de semaine pour venir tout me passer ça avec de la fibre optique. Ça va être une qualité extraordinaire. Pour Radio Info-Cité, il faut que la fibre optique, on n'a pas le choix. Pour ton sujet de M. Kenney, effectivement, c'était ça que l'émission de Céline, juste avant nous autres, parlait avec Jean-Claude Pomerleau. C'est pour ceux qui sont intéressés d'en entendre plus, vous pouvez écouter l'émission en 60 minutes qui va être archivée tantôt. Je suis content qu'on en revienne sur... Jean-Marc, excuse-moi de t'interrompre, mais je suis content que tu me dises ça parce que pour moi, dans le débat actuellement de Jason Kenney, le nouveau premier ministre de l'Alberta, c'est très important qu'on suive ça. Puis je suis content que M. Pomerleau il en parle, M. Nantel en parle, on en parle à Radio Info-Cité. C'est une source là, d'espoir pour nous, le Québec, là, qui est très important à suivre. Puis on va avoir Shaw Lehigh tantôt, qui va nous parler d'environnement, puis qui, je le vois là, moi je l'ai sur l'écran en ce moment. Il a bien hâte de parler. Puis parce que ça touche directement des questions environnementales qui va nous rapporter au bout de la ligne au Québec. C'est ce qu'on va d'ailleurs en profiter pour l'introduire immédiatement, tant que laisser languir. Monsieur Souliaï, c'est un professeur, si j'ai bien compris, ou un professeur à la retraite? Oui, laisse-moi te le présenter. Après ça, je vais lui laisser la parole, Jean-Marc. Shaw Lehigh, c'est mon professeur à l'époque où j'allais à la polyvalente de Charny, école secondaire Les Aides-Chemins. C'est quand vous arrivez à Québec, c'est l'école la plus proche des ponts. Le pont de Québec. C'est donc l'école secondaire Les Aides-Chemins qui a été rendue célèbre par une secrétaire qui travaillait à l'école secondaire Les Aides-Chemins. Je vois le show qui rit. On a découvert qui faisait des films porno. Alors, c'est l'école rendue célèbre pour ça, mais je tiens à vous dire que l'école secondaire Les Aides-Chemins que j'ai fréquentée en 87-88, c'était vraiment une école qui a rayonné dans la région de Québec, une école publique où on a mis l'accent sur la vie à l'intérieur, la vie en communauté à l'intérieur de l'école, les arts, tous les profs, il y a toujours eu une ambiance là dans cette école-là qui a amené les professeurs, tout le monde à s'impliquer dans plusieurs activités. Puis ça a fait la réputation de cette école-là. Moi, je tiens à faire un beau bye-bye parce que l'émission risque d'être écoutée en enregistrement par la suite par beaucoup de monde à l'école secondaire Les Aides-Chemins. Je tiens à saluer tout le monde qui nous suit sur la page Facebook. Puis quand ils vont savoir que Shaw Lehigh fait l'émission avec moi ce soir, vont écouter l'émission. Donc, je tiens à saluer ceux qui, à l'époque de Shaw, ont fait là une école où j'ai connu Shaw Lehigh en secondaire 5. Je vais arriver à Shaw, là, puis après ça, on en reparlera de l'école secondaire Les Aides-Chemins. Donc, Shaw est mon professeur de chimie de secondaire 5. C'est un homme passionné qui vient du Vietnam, qui est venu vivre avec nous par l'intermédiaire de l'Université Laval en 1964 et est tombée quelques mois plus tard amoureuse d'une Québécoise et par la bande est devenu professeur de chimie à l'école secondaire Les Aides-Chemins. Je vais vous laisser vous raconter son histoire par la suite. Et Shaw était un professeur qui a marqué une génération d'étudiants là-bas par son approche très
très expérimental. Show avait toujours une expérience, un peu comme l'émission là où il y a un jeu questionnaire à Télé-Québec. Show avait toujours une expérience chimique à nous offrir en fin de période et nous présentait la matière en chimie là d'une façon magistrale. Alors Show, je l'ai connu comme étudiant, je l'ai connu aussi comme confrère de travail. Puis, ça fait environ 6 mois que j'ai repris contact avec Show. Ça faisait au moins une quinzaine d'années qu'on ne s'était pas parlé. Et on s'est parlé comme si ça faisait 2 semaines qu'on s'est... Et Show est très proche et maintenant un Québécois. Il va vous le dire par la suite. Et je tenais à vous le présenter parce qu'on va avoir beaucoup d'émissions ensemble parce que Show a toutes sortes de connaissances que je veux vous faire découvrir. Mais ce soir, je veux vous le présenter. Alors, sans plus tarder, Show Liaille, bonsoir. Bonsoir, car ça fait vraiment plaisir de te parler. Show, moi, t'es un passionné de chimie. Parle-moi un peu de comment à la polyvalente, les aides-chemins, tu as travaillé de quelle année à quelle année, puis ça fait combien d'années que tu es à la retraite? Moi, ça fait 15 ans que je suis à la retraite. Et puis, j'ai enseigné pendant 33 ans au niveau secondaire, en chimie surtout. J'ai adoré ça. Puis, les jeunes Québécois sont très brillants. J'en ai maintenant de mes anciens étudiants. Ce sont des chercheurs, des médecins, des pharmaciens, et ainsi de suite. J'en ai en paquet. Je suis fier d'eux autres. Vraiment, je suis fier. Chose, je suis certain que si je parlais à plusieurs d'entre eux, je tiens à saluer entre autres Marc Lacroix, en tout cas, c'est un ami de Québec qui, moi, Show, si je questionnais ces personnes-là là, qui ont eu tes cours, t'es sûrement un de ceux qui les a éveillés à la chimie et à toute l'utilité de connaître la chimie, soit dans la médecine, dans n'importe quel domaine, tu savais nous expliquer l'utilité de ce que tu nous enseignais. Oui. Okay. Parce que j'ai enseigné la chimie. C'est pas d'une façon traditionnelle. La chimie, pour moi, c'est toujours appliqué dans la vie. Tout le temps, de tous les jours. De tous les jours, c'est incroyable. Des exemples vraiment concrets qui appliquent à la vie. Comme quand je parle de la vitesse de réaction. Je me souviens, j'ai dit, quand la température diminue, la vitesse de réaction diminue. Mais l'application dans la vie, c'est quoi? L'application dans la vie, quand tu mets ta nourriture dans le frigo, tu baisses la température, donc il ralentit de pourrir. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est des choses très simples, mais que on doit se faire expliquer pour comprendre. Oui, c'est très simple. Tu nous as expliqué des choses beaucoup plus compliquées. D'ailleurs, dans les prochaines émissions, on va refaire des calculs de réactions chimiques que j'aimais tant faire avec toi, mais pas ce soir. Ce soir, je veux qu'on se parle d'un sujet qui tient à cœur. C'est l'accueil que tu as eu des Québécois. En 64 à l'Université Laval et par la suite. J'aimerais que tu nous parles, parce qu'on s'est fait brasser au Québec depuis plusieurs années. Tu l'as constaté toi aussi. Comment on a pu, parce que tu as une vision aussi qui vient de l'extérieur. Tu vas vivre au Vietnam environ 3 mois par année. Puis, donc, tu es à même de comprendre qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde. Parle-moi un peu du Québec qui t'a accueilli en 64. Parle-moi un peu du groupe de Vietnamiens dans lequel tu faisais partie, puis des Vietnamiens aujourd'hui qui viennent vivre avec nous. Mais dans ce temps-là, quand je suis débarqué à Québec, j'ai 18 ans. Donc, un jeune Vietnamien qui a appris à s'adapter. C'est très, très facile. La température est difficile, mais par contre, je suis plus jeune, mais je m'adapte très, très bien. Je m'intègre complètement. Surtout, j'ai Oh! Ça l'a bloqué. Je ne sais pas si Jean-Marc.
Je vais vérifier. Je suis là. Effectivement, je pense ça vient de bloquer du côté de la connexion de M. Shaw. On va essayer de la rétablir dans la seconde. Je vais ramener ça comme ça. Je vais te laisser travailler. Moi, je vais continuer sur notre premier ministre, notre nouveau premier ministre de l'Alberta, pendant que tu reconnectes M. Shaw. Sur ma page Facebook, j'ai mis un post aussi, un mème de Georges Tremblay. Parce qu'il y en a certains qui comprenaient pas ce post-là, puis moi, je l'ai partagé tout de suite. Puis, c'est très intéressant ce qu'il dit, puis je partageais... Moi, je trouve que Georges Tremblay, souvent, là, il est dans le mille. Puis, attendez un peu là, que je trouve, si je peux le trouver... Parce que j'en partage beaucoup sur ma page, parce que je m'intéresse à... à trop de choses. Hein? À trop de choses. Non. En tout cas, sur Georges Tremblay, là, il a émis un commentaire disant que M. Kenney de l'Alberta avait un visage à deux faces. Parce qu'il appuyait les partitionnistes du Québec, puis en même temps, il essayait là, de séduire les Québécois en nous parlant en français. Mais il va en falloir plus. Puis moi, c'est ça là aussi là que Monsieur Pomerleau a dû en parler, mais je tiens quand même à le répéter là. C'est le Québec qui, par sa situation géographique, et ce n'est pas l'Alberta qui a le gros bout du bâton. Puis l'autre chose que j'ai trouvé comme étant très logique, c'est que le gazéoduc qui passerait de l'Alberta jusqu'au Nouveau-Brunswick est d'environ 4500, si on fait des chiffrons, là, 4500 kilomètres, tandis que celui qui pourrait le relier au Pacifique, puis ça reste le Canada, ils ont des problèmes aussi à le passer dans le Pacifique, donc, est d'environ 800 kilomètres. Donc, s'il vous plaît, essayons aussi de comprendre que c'est un projet quand même assez titanesque et qui nécessite des coûts de passage. C'est très facile à expliquer au Québec parce que il y a un coût à passer une matière dangereuse comme ça. Puis, il est maintenant là connu grâce à M. Nantel, grâce à M. Pomerleau, ceux qui se sont un peu impliqués en géopolitique ont été capables de nous expliquer très simplement un argumentaire maintenant du côté des souverainistes, un argumentaire géopolitique qui nous permet de comprendre comme il faut que c'est au reste, c'est à nos voisins anglais, canadiens anglais, à venir faire affaire avec nous et non pas le contraire. Et donc, s'ils veulent passer sur le territoire, c'est ce qu'ils font actuellement. Donc, calculons ce que je veux je ne sais pas si M. Pomerleau le fait à son émission, mais si mon chiffre est vrai, là, 1 500 000 barils qui passent par jour sur le territoire québécois, qui est essentiellement, à mon avis, là, en train. Donc, calculez ça. Là. Quand on dit qu'on nous donne 13 milliards de péréquation, on dit qu'il y en a à peu près le quart que c'est le Québec qui le paye. Donc, enlevez-en un 3-4 milliards, il en reste environ une dizaine. Enlevez tout ce qui ne profite pas au Québec pour développer leur monde à eux. Tout ce que ça nous a coûté en déplacement d'économie pour aller enrichir l'Ontario. Bref, vous allez voir que c'est ça que je trouve de bizarre, mais Monsieur Legault garde peut-être ses cartes dans son jeu, veut pas trop dire qu'il y a quand même aussi de gros arguments. S'il commence à sortir des arguments du droit de passage, puis il dit, regardez, là, déjà, vous autres, là, l'Alberta, vous nous donnez combien pour passer environ 1 500 000 barils par jour, entre autres par train-citerne?
Hein? Parce que l'autre information que j'ai aussi qui est importante à suivre, c'est que on veut financer, puis ça, c'est pas moi qui l'invente, la restauration des wagons citernes. Et on veut la multiplier par 4, le nombre. Donc, ça veut dire qu'on va en passer 4 fois plus. Et on regarde aussi l'état de nos chemins de fer au Québec, que le fédéral, en tout cas, devra améliorer. Mais en même temps, on veut être payé sur la quantité qu'on passe. Ça nous a tué 47 personnes au lac Mégantic. Donc, on n'a pas à faire de preuve que ça a un coût social à passer. Puis, tous les risques que ça comporte quand tu laisses passer ça sur un territoire donné. Puis là, il faut arrêter de penser que le Canada est un avantage pour le Québec. C'est là qu'on comprend toute excusez-moi l'expression anglaise, mais la game canadienne-anglaise, qu'on se laisse plus manipuler par la propagande fédéraliste. Le 13 milliards, enlever le quart, il en reste, on va être généreux, 9 milliards. Sur le 9 milliards, enlever tout ce qu'on n'investit pas au Québec, puis qu'on garoche un peu partout, tout ce qu'on nous impose comme frais de toutes sortes. Il y a 325 députés au fédéral pour régler des questions de Post Canada, tous les sujets qui concernent l'international ou les sujets qui concernent la Colombie-Britannique est loin d'être ceux qui concernent le Québec. Je voudrais peut-être plus avoir des ententes avec les États du Nord-Est américain que de l'Alberta ou de la Colombie-Britannique. Donc, c'est là aussi, quand on comprend bien les vidéos de soit M. Pomerleau, Nantel et autres, que on a tout avantage à essayer de développer notre région à nous selon nos forces et que le pétrole albertain qui s'occupe de leurs problèmes. C'est là aussi que la Fédération canadienne devient beaucoup moins importante que si on regarde le sujet de façon paisible et on s'aperçoit que cet ordre de gouvernement-là devient inutile. Donc, mais il faut respecter en bon joueur ceux qui ont rêvé à ce pays-là qui est pas arrivé. C'est un pays qui peut ressembler de plus en plus à un pays de mensonges. Quand on gratte notre histoire, quand on regarde un peu ce qu'on essaie de nous faire croire maintenant dans le politically correct, on est en train de comprendre que on est en train vraiment de nous tasser dans un silence absolu. Puis ce que Legault vient rebrasser avec son projet de loi 21 vient rebrasser toutes les cartes. Ce que nos adversaires en ce moment exposent de l'état de la situation de la Ville de Montréal, entre autres, du délire du Parti de Québec solidaire, autant que Radio-Canada contrôlait le message multiculturaliste, puis il le contrôle encore, mais que c'est en train de déraper, que là, sont en train d'essayer de voir comment on peut rétablir la situation. C'est bon de voir là cette idéologie multiculturaliste se faire malmener par nos adversaires, par eux-mêmes. Et Jason Kenney qui s'ajoute dans la danse, parce que je trouve qu'il y a un profond mépris à notre endroit qui est en train de sortir sans qu'on ait à le dénoncer. Combien de fois on l'a eu, mais on fermait les yeux. Juste un exemple, dans la Fondation Équipe Québec, qu'on n'ait plus le droit de parler en français dans nos équipes canadiennes. Ça insultait plus personne. Donc, aujourd'hui, c'est un argument qu'on peut utiliser, mais que on n'a même pas le goût, nous, au Québec, encore de jouer à la victime. On se fait jouer ce scénario-là par
une population souvent ignorante du peuple qui les accueille, mais on reste quand même patient face à eux parce qu'on pense que le gros bon sens va remonter en surface, puis c'est ça là qu'on est en train de vivre. Puis je suis vraiment content de voir qu'est-ce qui se passe vis-à-vis la politique anglicisante du multiculturalisme. Je sais quand même. Hein? Carl, je vais te laisser, moi, essayer de reprendre contact avec M. Shaw, parce que moi, j'essaie de le faire, puis ça ne veut pas fonctionner. Et le temps que tu fais ça, je vais en profiter pour vous rappeler que vous écoutez Radio Infocité. C'est l'émission Le Journal du Soir. Ce soir, à cause du sujet qu'on voulait traiter avec Carl et M. Shaw-Liai. Shaw-Liai. Shaw-Liai, c'est ça. Liai, c'est ça. Son prénom est Shaw. C'est ça. C'est ça. On a décidé de faire ça sans François. J'ai noté les notes dans le... mettez Monsieur Lévy uniquement au téléphone, pas grave, il n'y a pas d'image. Ben, c'est ça, c'est pas grave. OK, c'est beau, hein, c'est ça qu'on va faire. Ben, je suis pas installé. Je suis pas installé ici pour faire du téléphone, mon pauvre ami. Je suis pas au studio principal. Mais c'est cela. OK. Et j'ai bien lu les messages qui disent de dire à Carl, arrête de faire excusez-moi. Parce que là, je pensais pas te parler aussi longtemps. Puis là, je vais dans vraiment de quoi de très sincère avec mon auditoire ce soir. Parce que vraiment, on a traité des sujets depuis que je suis à l'antenne avec François le soir. On a parlé longtemps là, de l'Alberta. Puis là, c'est en train d'émerger. Puis je suis très content de savoir aussi que je suis dans le sujet, puis qu'un gars comme Pomerleau, M. Pomerleau, reprenne le sujet ce soir avec Céline. Je pense que tout le monde commence à comprendre qu'il faut frapper sur ce clou-là. Puis on espère que François Legault sait ce qu'on sait. Ah, voilà Shaw qui revient avec nous. Qui vient d'arriver avec nous autres. Voilà. Merci. Voilà. Donc, on va laisser continuer la conversation avec ces deux messieurs. Alors, Shaw, je suis content que tu sois revenu. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. OK. C'est pas grave. C'est peut-être ton Wi-Fi. On va te reprendre. Je suis très content que tu sois revenu avec nous autres. Donc, Shaw, on était où, là? Donc, de quoi on se parlait? Excuse-moi. J'ai bifurqué, moi, pour Jason Kenney, le Canada pétrolier versus le Québec énergie propre. Toi, qu'est-ce que tu en penses du débat en ce moment au Canada? Nous parler de comment est-ce que Shaw avait été reçu lorsqu'il est arrivé en 1967 au Québec. En 64 qui est arrivé, à 18 ans. Oui, continue, Shaw. Oui, c'est ça, je veux t'entendre. En 64, j'ai débarqué à Québec et puis j'ai commencé à étudier à l'Université Laval. Chimie des livres en nutrition. C'est les premiers cours à ce moment-là, ça commence ce cours-là à l'Université Laval. Et puis, j'ai étudié pendant 4 ans, puis j'ai fini mes études à Laval, puis j'ai fait une job. À ce moment-là, au Québec, ici, ils ont besoin beaucoup de professeurs, surtout professeurs de chimie, ça fait que j'ai appliqué. J'ai enseigné pendant 33 ans à Québec. Là. C'est ça. Hey, Shaw, je te demanderais de faire attention quand tu parles. Ton micro est dans ton ordinateur. Donc, si on veut bien t'entendre, ça va être important que tu nous parles directement sur ton micro. OK? Oui. Et donc, c'est ça, en 64, puis tu as connu une fille de Québec où tu as eu 2 beaux enfants. Je pense que tes 2 enfants, tu as une fille qui est à Toronto maintenant, puis la deuxième est dans la région de Montréal, hein, c'est ça? Exactement ça, oui. Donc,
Oui, hein? Puis toi, tu restes à Québec encore à Sainte-Foy. Puis c'est question comme ça. Quand tu étais au Vietnam, là, tu étais de quelle religion quand tu es arrivé ici? Parce que tu nous as parlé, tantôt en dehors des ondes, on s'est parlé un peu un Vietnamien, c'est bouddhiste. C'était quoi ta religion? Mais quand c'est au Vietnam, c'est plutôt c'est la culte des ancêtres. Mais dans la culte des ancêtres, il y avait une racine de bouddhisme. Comprends-tu? OK. Oui. C'est assez touché. On peut pas dire que c'est bouddhiste, mais c'est la culte des ancêtres. Donc, c'est ça, vos lignées familiales, vous avez des traditions là, pour vous rappeler de vos anciens. Oui. Nos ancêtres, c'est très, très, très important. Ça, compare-moi donc ça au Québec, comment nous, on traite nos vieux, nos personnes âgées, j'allais dire mes vieux, nos personnes âgées, chaud, tu es à même de comparer les deux. Souvent, moi, je vais vous dire, tu me demanderais de me nommer mon arrière-grand-père, puis j'aurais de la misère là à te donner les noms. Donc, vous autres, vous avez vraiment un culte des ancêtres qui est beaucoup plus ancré, hein? Explique-moi ça. Exactement. Oui, c'est parce que nos ancêtres, là, c'est très important. Les personnes âgées pour moi, là, c'est très important. C'est grâce à nos parents, nos grands-parents, que nous, on existe. Comprends-tu? Oui. Ici, les personnes âgées ne sont pas bien respectées, je trouve. Tout c'est dommage. Mais vous vivez au moment présent, mais nous, on vit un petit peu dans le passé. On s'en souvient de nos racines. Le lien familial, c'est très, très important à la vie. OK. Oui. C'est très respecté, les personnes âgées. Est-ce que ça a beaucoup rapport... oui. Excuse-moi, Carl. Oui, vas-y. Est-ce que ça a beaucoup rapport le fait que vous avez cette façon de traiter de vos ancêtres, de la racine d'où le Vietnam vient, ou c'est simplement à cause, avec l'historique des bouddhistes? C'est plutôt la culte des ancêtres des Vietnamiens qui est très, très fort. Le lien familial, grand-père, puis arrière-grand-père, tout ça, le lien familial au Vietnam, c'est extrêmement important. La famille est très, très élargie. OK. Au Québec, ici, ça arrête tout de suite vos parents, un petit peu plus grand-papa, grand-maman, c'est tout. Cousins, cousines, c'est déjà éloigné. Mais nous c'est plus loin que ça. OK. Ah oui, c'est ça. Puis c'est de là aussi, vous avez comme ton village là, d'Ala. Les familles doivent bien se connaître entre eux aussi, hein? Oui, hein? Oui, on voit ça encore au Vietnam dans les régions, hein, c'est ça? Sûrement que les grandes villes doivent avoir un peu le même problème qu'ici, chaud. J'aime bien le commentaire qui est dit dans la salle de clavardage. Ici, au Québec, on souffre d'une rupture générationnelle. Oui, c'est bon, mais c'est pas bon dans le sens que le lien familial, là, c'est ça qui ça nous permet de nous lier ensemble. Ici, c'est le lien directement, c'est avec tes parents, un petit peu avec tes grands-parents, cousins, cousines, c'est un petit peu éloigné pas mal. Tandis que nous, c'est beaucoup plus proche. Ah oui, ah oui. Par contre, moi, maintenant, quand je suis au Québec depuis 50 ans, 54 ans, mais je me sens un petit peu comme vous autres, par exemple. OK. Explique-toi. C'est parce que quand je retourne au Vietnam, j'en ai quelques cousins, quelques cousines encore, qui sont encore vivants, mais on dirait que je suis rendu québécois pas mal, et
ça me tente pas d'aller le voir. D'aller les voir, tu es plus bien ici parce que tes filles sont ici, entre autres. Tes amis sont ici. Ta vie sociale est au Québec. Tu t'es enraciné ici aussi par la culture française. T'as adopté, sûrement que tu connais des humoristes, t'as suivi des téléromans, tu t'es baigné dans la culture québécoise là, depuis 54 ans, puis tu l'as apprécié. Oui, je suis complètement québécois. Puis tes deux filles, si tu compares dans le Québec où ils ont été élevés, tu en es très fier aussi. Oui. Mes deux filles, c'est des Québécois. Ils sont nés ici. Oui, puis comment je pourrais dire, ils ont pu rayonner par la suite. Le Québec a été un tremplin aussi en même temps au Vietnam. Est-ce que les possibilités auraient-elles été les mêmes? C'est ça que je voulais savoir un peu, chaud. Tes filles, c'est des Québécoises, ils parlent français, puis anglais aussi. Le vietnamien, est-ce qu'ils parlent le vietnamien? Pas du tout. Non, tu leur as pas transmis le vietnamien? Non, c'est ça mon regret un peu, parce que la langue maternelle, c'est très important. Puis à ce moment-là, je suis trop jeune. Mais je n'ai pas parlé vietnamien avec mes deux filles. C'est ça mon regret. Mais c'est pas grave, c'est des Québécois. Puis je suis bien content de ma vie maintenant ici. Là. Je suis intégré, assimilé par les Québécois. Je suis un Québécois. Mais Chaud, tu sais que tu peux te reprendre avec tes petits-enfants quand même. Si tu les gardes assez longtemps et tu leur parles en vietnamien, ils vont pouvoir, tu vas pouvoir leur faire des secrets dans le dos dans leur... Non. C'est pas nécessaire. Ils parlent pas du tout vietnamien, Chaud, tes enfants, du tout? Pas du tout. Par contre, ma fille, la plus jeune, Sophie, là, oui. Elle est retournée au Vietnam, ça fait 2 fois. Mais elle a une certaine racine. Elle a beaucoup de liens familiales, comme on dit. Oui. Oui. C'est ça. Mais moi, je suis content de ma vie ici, quand c'est incroyable. J'ai travaillé au Québec pendant 33 ans. J'ai informé de mes anciens étudiants, des médecins, des chercheurs, ainsi de suite. C'est incroyable. Je suis fier de ma contribution au Québec ici. Je suis vraiment fier. Oui, puis parle-moi Oui, vas-y, Jean-Marc. J'aurais une autre question, parce que on comprend d'où vient Chaud. Je m'excuse, je vais vous appeler votre prénom, parce que votre nom de famille, je suis pas capable de regarder ça. J'ai une question ici qui vient de Pierre-Yves Dubeuil, qui est, je trouve, très intéressant. Il aimerait savoir ce que pensent maintenant que ça fait 60, presque 60 ans que vous êtes ici, je vais dire. Oui, 54. 54. Oui. Si on compare les idéaux des Occidentaux comme nous autres par rapport à ceux des Vietnamiens ou à l'époque où est-ce que vous êtes arrivé ici, la démocratie, le droit intellectuel et le capitalisme, etc., est-ce qu'on était dans le champ ou à comparer aux idéaux que le peuple vietnamien avait à l'époque? Non. Vous n'êtes pas dans le champ du tout. C'est une évolution, tout simplement. Et puis, je trouve que c'est parfait, on comprend bien. Comme je vous dis, j'ai vécu 54 ans ici. Moi, actuellement, je trouve le Québec ici, pour moi, la qualité de vie, c'est meilleur au monde. Je dis sincèrement, là, je retourne au Vietnam chaque hiver, 3 mois. Mais c'est incroyable. Ils sont 100 millions sur un territoire à peu près grand comme la Gaspésie. La qualité de vie au Vietnam, excusez-moi, là, c'est très, 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 très basse. Hey, attends un petit peu, tu dis qu'ils sont 100 millions sur l'équivalent du territoire de la Gaspésie? Un petit peu plus grand que la Gaspésie. Wow! Hein, c'est... J'aimerais beaucoup aller au Vietnam avec un gars comme toi qui me ferait découvrir toutes sortes, parce que toi, tu vas trois mois par année au Vietnam, puis tu me disais que tu vas essentiellement faire de la bicyclette, puis tu vas sûrement visiter ta famille. Parle-moi donc du Vietnam d'aujourd'hui par rapport au Québec.
Le Vietnam aujourd'hui, c'est incroyable. Ils sont 100 millions. La ville de Saigon, Ho Chi Minh Ville, c'est 10 millions. Mais Hanoi aussi, c'est 10 millions. Hey, seulement la ville de Saigon, c'est plus grand que la population du Québec. Mais moi, une chose que je comprends, car c'est la richesse d'un pays, là, c'est le main-d'œuvre. Okay? Ils sont très travaillants, les Vietnamiens. OK. Ça Oui. veut dire qu'ils vont devenir très riches. Mais le problème, c'est qu'il y en a des riches qui exploitent des pauvres. Comprends-tu? Oui. Il y en a qui sont tellement riches, ils profitent de main-d'œuvre des pauvres, comprends-tu? Là, Oui. c'est riche, mais la richesse, c'est pas bien partagé. Pas du tout. Tandis qu'ici, c'est très bien partagé, comprends-tu? Mais Oui. le Canada, le Québec, ici, là, on a besoin de main-d'œuvre. Mais la main-d'œuvre qui est vaillant, Oui. qui est vaillant, mais qui est comme qui travaille, mais qui revendique pas des droits à la personne, et ainsi de suite. Excusez-moi, là, quand je viens ici, là, je travaille. Je sais pas, vous dites ici, vous revendiquez des droits et de ci et de ça. Pas du tout. Donc, effectivement, quelqu'un qui est arrivé en 64 puis quelqu'un qui arrive aujourd'hui, il n'arrive pas dans le même message. Toi, tu es arrivé par une bourse étudiante. Tu as été sélectionné parmi les meilleurs au Vietnam pour venir étudier à l'Université Laval. Puis, sur environ, tu me disais, une trentaine de Vietnamiens hein, qui étaient venus avec toi en 64. Oui, Tu es un des seuls qui est resté au Québec. Hein? La plupart sont retournés au Vietnam. Hein? Il y en a beaucoup. Il y en a qui retournent au Vietnam, il y en a qui restent parce que je suis marié d'une Québécoise. Oui. Oui. Ah non, ça c'est sûr que l'amour, puis c'est ce que tu as dû découvrir, les Québécoises aussi. Parle-moi donc un peu, effectivement, chaud des Québécoises. Un Vietnamien, là, moi j'ai suivi des cours en anglais, j'ai fréquenté des Japonais, des Chinois. Puis toi, je t'ai connu. Vous aimez beaucoup les Québécoises. Je pense que vous pouvez même les distinguer dans un groupe. Qu'est-ce qui fait la particularité d'une Québécoise, chaud? Mais je trouve sont plus naturels. Ils sont faciles d'approche. À ce moment-là aussi, quand je suis allé étudier ici, il y a des Vietnamiens aussi, mais ils sont beaucoup plus compliqués. Tandis que les Québécois ici sont très naturels. Comprends-tu? Oui. Quand ça lui plaît, ah ouais, non, on y va. Comprends-tu? Absolument. Absolument. Moi, écoute, ce que tu expliques là, moi, à Vancouver, avec un groupe de Japonais et de Québécois, Québécoises et de Japonaises, on a eu 6 semaines à apprendre l'anglais ensemble, mais on a eu aussi des campings. Et je peux te dire que la culture asiatique et québécoise se métisse à merveille. Puis moi, les Vietnamiens que j'ai connus, t'es un des rares. Et moi, je sais aussi qu'en plus d'enseigner, tu as aussi été un homme d'affaires dans la région de Québec. Pour les gens qui ne savent pas, Chaud a été aussi propriétaire d'un restaurant, Chaud Liaille, qui est sur la rue Cartier encore aujourd'hui. Je pense qu'il est encore ouvert. Aux dernières nouvelles, les dernières fois que j'ai été, il était encore là. Donc, c'est Chaud qui a aussi, pour subvenir aux besoins de la famille, il a pas effectivement bénéficié d'aide sociale. Chaud a mené sa propre entreprise. Explique-moi donc un peu ton restaurant, comment ça s'est fait? Non, car c'est ma passion. Ma passion, c'est cuisiner. Ah oui? C'est la raison pour laquelle j'ai ouvert ce restaurant-là. Ma passion, j'adore ça, bien manger. J'ai appris la cuisine par moi-même, cuisine vietnamienne, par moi-même. Parce que quand j'ai quitté le Vietnam, j'ai 18 ans, je ne savais rien cuisiner. Mais en venant ici, je suis marié à une Québécoise, et puis, je m'ennuie de ma cuisine. Donc, j'ai appris par moi-même.
c'est ça, chose que tu me contais, c'est que ta femme savait pas cuisiner ce que ta mère ou tes grands-mères te faisaient au Vietnam. Fait que t'as dit, au lieu d'y expliquer, je vais l'apprendre moi-même. Et c'est là que t'es devenu pas juste un gars qui fait de la cuisine chez lui, mais tu as ouvert ton restaurant. Explique-moi un peu le cheminement. C'est sûr, les premières fois, je fais la cuisine au Québec ici, c'est pas mangeable. Puis à ce moment-là, les épices aussi, la sauce de poisson non plus, il n'y en a pas bien ici. Ça fait que j'ai appris par moi-même, les premières fois, mais c'est pas mangeable. La première fois, pas mangeable. La deuxième fois, non plus. La troisième fois, un petit peu mangeable. La quatrième fois, la cinquième fois, la sixième fois, mais de plus en plus mangeable. Alors, c'est l'essai-erreur. Écoute, la débrouillardise vietnamienne à son meilleur, mixée avec, c'est ça, tu as connu une Québécoise, tu as eu 2 enfants, puis était enseignante aussi. Hein? Moi, j'ai pas enseigné avec, mais je crois qu'elle était... Hein? Était enseignante? Ah non, excuse-moi. OK. Non, c'est ça, excuse-moi. Mais c'est ça. Donc, malheureusement, j'ai pas connu ta femme, mais c'est ça. Donc, aujourd'hui, tes filles viennent te voir régulièrement à Québec, mais t'es resté, toi, à Québec. Là. T'as pas suivi tes filles à Montréal. T'es un gars de la région de Québec. Puis, oui. Je suis arrivé au Québec, je vais mourir au Québec. Parfait. Parle-moi maintenant, là, on a abordé là, les questions. Quand on s'est retrouvés il y a 6 mois, c'est parce qu'on s'était parlé sur Facebook, puis tu avais réagi sur certaines nouvelles, puis tu en as parlé un petit peu tantôt. Aujourd'hui, il y a un projet de loi au Québec, le projet de loi 21, qui parle de laïcité, qui parle, il y a un débat qui fait rage au Québec sur les valeurs québécoises. Toi, qui viens de l'extérieur, c'est quoi pour toi les valeurs québécoises? Qu'est-ce qui nous distingue des autres? Ben, moi, sincèrement, en 1964, j'ai étudié à l'Université Laval, et puis je rentrais dans le salle de cours, je me souviens très bien, il y a des crucifiés dans chaque salle de cours, le professeur commence à m'écouter, comment on dit ça? Prier? Prier, oui. C'est ça, avant le cours, il faisait une prière? Oui, en prière, oui. C'est ça? Oui. J'ai aucun problème avec ça. Je suis accueilli par le Québec. J'accepte les conditions du Québec. C'est tout. J'ai pas un mot à dire quoi ce soir. En 64? Oui. Et qu'est-ce que tu penses qui a fait changer ça aujourd'hui? Quand on voit c'est quoi qui, toi, là, comme observateur, parle-moi un peu de ça. Qu'est-ce qui fait que ça a tant changé aujourd'hui? Mais, parce que vous êtes très tolérants. Trop ou très? Pas mal. Explique-moi ça. Moi, car, au Québec ici, on a besoin de main-d'œuvre. OK? Oui. On a besoin beaucoup de main-d'œuvre. Parce que pour enrichir le Québec, ça prend de main-d'œuvre. Mais en main-d'œuvre qui est dans un cadre. C'est ça, selon nos besoins. C'est ça, exactement ça. Les gouvernements précédents, ils n'ont pas créé un cadre comme il faut. Là, maintenant, c'est très difficile. Chaud, tu dois aussi connaître un peu notre histoire. Tu sais qu'on vit, on vit un peu comme on est encore dans une colonie. Le Québec, tu as vécu les 2 référendums, tu as vécu celui de 80, tu as vécu celui de 95. T'as pu comment tu peux expliquer autre que c'est le gouvernement fédéral qui a un peu changé l'attitude? L'immigration, c'est le gouvernement fédéral qui s'en occupe. Puis comment on peut réussir à expliquer ça à la population que le fédéral utilise l'immigration comme outil politique?
C'est quand même assez facile à voir en ce moment. Ce que tu expliques, là, Shaw, là, que c'est la politique multiculturaliste qui inverse les rôles. C'est maintenant les gens qui viennent de l'extérieur qui peuvent imposer leur us et coutumes au pays qui l'accueille. Et ça crée des îlots de population. Et ça nous transforme littéralement là en consommateurs et la nation comme telle là, ça semble plus avoir de sens pour personne. Toi, t'étais vietnamien jusqu'à 18 ans. Je sais pas quand est-ce toi là, aujourd'hui tu te dis québécois. Il y a sûrement un moment dans ta vie où tu étais vietnamien à 18 ans là, quand tu es arrivé ici. Quand est-ce que tu t'es senti québécois? Qu'est-ce qui t'a fait adhérer à ça? Là? Parce que moi, je te sens quand même très proche de notre idée. Je le sais, avant l'émission, tu me l'as dit, Carl, je veux pas que mes paroles dépassent mes idées parce que c'est un sujet qui est très polémique. Puis je comprends aussi que tu comprends très bien le poids de ce que tu peux dire ce soir avec moi. Mais j'aimerais quand même que tu me dises qu'est-ce qui fait que Chaulière est devenu québécois? Qu'est-ce qui t'a fait nous aimer? Jusqu'à changer d'identité de ton côté. Le fait que je suis marié avec une Québécoise aussi, ça a aidé beaucoup, là. Je suis vraiment intégré dans la société québécoise. Ben oui. Ah ben là, là. La femme, elle prend pays, comprends-tu? Ah oui, qui prend mari, prend pays, mais là, toi, c'est qui prend... ah oui, absolument. Ah oui. Oui. Ça fait que... Aucun problème. C'est facile pour moi, c'est très facile. Hey, parle-moi de l'accueil de la famille de ta femme. Oh, au début, c'est très difficile. Surtout ma belle-mère. Ah oui, pourquoi? Ma belle-mère m'a traité en espion. Ah oui? Oui. Sa fille. Elle dit à sa fille que tu es sorti avec en espion. Un Vietcong. Oui. Ah oui, parce que sûrement que ta belle-mère avait juste entendu parler de ça dans les films américains, les Vietcong. En tout cas, parce que pour elle, là, asiatique, c'est un espion. Comprends-tu? OK. OK. Oui. Mais, c'est pas grave. Tranquillement, j'ai réussi de le convaincre. Puis à la fin de sa vie, là, le gens qu'elle aime le plus, c'est moi. Ah ben écoute, Shaw, moi on s'attache à toi. On va faire d'autres émissions parce que je tiens à souligner aux auditeurs qu'on va continuer par la suite. Shaw et moi, on veut faire des émissions sur la cuisine. On veut vous faire des vidéos. Shaw veut nous expliquer là qu'est-ce que fait la nourriture dans notre estomac, dans notre intestin. Il veut nous expliquer l'importance de l'alimentation. Il veut... oui, puis donc on va, je vais me déplacer à Québec dans les prochains mois pour monter des vidéos avec Shaw parce qu'il y a plein de choses à nous apprendre, puis il y a plein d'amis aussi vietnamiens à nous faire découvrir. Puis on va, c'est pas la dernière fois qu'on va parler à Shaw. Continuons, Shaw. Oui, vas-y, Jean-Marc. Ce qui serait intéressant à savoir de la part de Shaw, c'est comment qu'il reçoit ça, lui, de son point de vue d'ex, je vais appeler ça ex, nouvel arrivant québécois. Comment que les nouveaux arrivants d'aujourd'hui arrivent ici au Québec, qui prétendent qu'on est une bande de racistes, comment est-ce qu'il ressent ça, ce drôle de message-là? Oui, c'est parce qu'il ne vous connaît pas. Quand quelqu'un ne te connaît pas, tu es raciste. Regarde, ma belle-mère, l'exemple, elle m'a traité de l'espion. Mais quand elle m'a connu, là, c'est le meilleur gars au monde. Ah oui, hein? Oui, oui. Mais oui. C'est sûr.
C'est Monsieur Leclerc qui disait l'ignorance a le mépris facile. Puis effectivement, moi, l'autre chose, il y a Daniel Boucher, un de nos auteurs, qui disait les faiseurs de rire sont toujours les bienvenus au Québec. Puis s'il y a une chose aussi chaud que tu as en commun avec nous, c'est que tu aimes beaucoup rire. Je sais pas si tous les Vietnamiens sont ricaneux comme toi. Mais ça, c'est une chose qui nous rattache beaucoup. Moi, je te connais depuis plusieurs années. Puis les faiseurs de rire. Puis moi, ça, Cho Liai, t'es un gars qui est toujours sur c'est comme ça que tu finissais tes cours en chimie, en nous faisant rire, puis en nous faisant une explosion qui nous... Donc, oui, vas-y. Je me souviens, au début du cours, j'ai pris le livre et le mettre dans la poubelle. Oui. Les étudiants, ils riaient. Oui, t'étais pas trop porté sur le cahier d'exercice, puis vraiment, je te comparais là, à celui qui fait des expériences à Télé-Québec, là, puis ça captivait toujours notre attention. Exactement. Parle-moi un peu aussi comme professeur de chimie, parce que ça, c'est un sujet qu'on va aborder aussi dans les prochaines semaines, l'environnement. Parce que là, on est rendu qu'on fait peur aux jeunes. Là. Certains nous parlent d'une fin du monde d'ici 12 ans. Moi, là, je commence à trouver aussi là, qu'on utilise des arguments de peur chaud, sans connaître. On dit n'importe quoi. Fait que moi, je vais être très sévère sur ce que tu vas me dire sur l'environnement. Si je sens que tu tombes dans des clichés de David Suzuki, tu vas m'entendre parler. Parce que, mais non, je sais que tu n'es pas commandité par aucune firme internationale. Puis tu y vas selon tes observations à toi et les connaissances que tu as. Et ça va nous faire avancer beaucoup par tes connaissances en chimie. Tu vas nous faire comprendre plein de choses à travers les émissions. Vas-y. J'ai un mot à dire. Le pétrole est dans la Terre depuis des millions d'années. OK? C'est l'énergie qui est accumulée par le Soleil, qui est accumulée dans le pétrole, dans le sous-sol. Ça fait des millions d'années. La Terre, là, est en équilibre depuis des millions d'années. C'est pas normal maintenant de creuser, puis sortir cette énergie-là pour brûler tout ça. Non, c'est pas normal. Ça va faire un déséquilibre total. Comprends-tu? Absolument. Oui. Là, maintenant, on veut avoir l'argent, on creuse, puis on soutient cette énergie-là. C'est pas normal, ça. Ça va changer de choses. Yeah. La preuve, c'est que, on a beaucoup de neige cette année, puis on va avoir de plus en plus. Ça n'arrête pas, là. On va en avoir de plus en plus parce qu'on tombe dans un air glaciaire, hein, qu'ils disent. Dans une petite ère glaciaire. Non? Quand la température augmente, okay? Quand la température augmente sur la Terre augmente, à cause qu'on brûle le pétrole, l'eau s'évapore. Si l'eau s'évapore, elle va se condenser. Comprends-tu? Oui, c'est ça. Donc, laisse-moi passer le soleil. Oui. L'eau de l'océan est réchauffée parce qu'on a brûlé le pétrole beaucoup. Ça réchauffe, mais cette eau-là, il va monter dans le nuage. S'il monte dans le nuage, mais il va retomber. S'il va retomber, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir plus de neige, de pluie, ainsi de suite. Chaud, es-tu d'accord avec certains qui disent qu'effectivement, le pétrole, l'énergie que ça nous offre actuellement, maintient une population artificielle? Que si c'était pas du pétrole, on pourrait pas produire autant qu'on produit actuellement. Donc, si on baisse notre consommation de pétrole, il va falloir aussi baisser notre consommation drastiquement aussi. Comment la population est prête à ça? Parce que inévitablement, ce qu'on lit à travers les spécialistes, je suis pas un grand spécialiste, mais on s'en tirera pas tant qu'on baissera pas notre consommation. Qu'on veuille changer des autos à gaz à voiture électrique,
Si ton électricité est produite par des usines à charbon, tu règles pas ton problème. On dit que la seule deux choses on devra faire face dans les prochaines années, c'est la décroissance économique et notre baisse de consommation, nos habitudes de consommation. Puis l'autre chose que j'ai eu de Jean-Jacques Nantel qui dit dans une de ses vidéos, c'est que les aliments qu'on a sur notre table font en moyenne 1400 kilomètres pour atterrir sur notre table. Donc, ça prend du pétrole entre les deux, là. Donc, il va falloir faire des choix. Vas-y. Toujours la croissance tout le temps. Tout le temps, la croissance, là. C'est pas bon. Non, faut pas. On pense toujours à croissant tout le temps. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est pas ça qui le progrès. Il faut savoir stabiliser. Comprends-tu? L'équilibre. On va toujours monter, puis on va pas descendre. Parce que c'est ça, notre consommation de pétrole puis la production. Ouais. Oui, hey, on va consommer beaucoup tout le temps. C'est pas ça. Il faut garder l'équilibre pareil. C'est ça l'erreur. C'est ça, notre consommation de pétrole est directement liée à notre niveau de consommation chaud. L'autre chose, moi, qui me fait réfléchir beaucoup, là, les bouteilles d'eau en plastique. On voyait pas ça il y a une vingtaine, mais c'est ça, là, les bouteilles d'eau, puis tout ce qu'on voit, là, les déchets de plastique. Je regarde, nous autres, ici au Québec, comment c'est géré. On dit que la plupart de ces déchets-là viennent de pays qui n'ont pas les mêmes règles que nous autres aussi. Comment on va être... Et comment, comme Québécois, là, on essaie de nous culpabiliser beaucoup là, dans le débat, mais le Québec est très bien positionné aussi à ce niveau-là pour faire avancer le monde. Oui. On est très conscient de ça. On limite nos consommations sur les bouteilles, ainsi de suite, comprends-tu? Mais les pays en Asie, là, le niveau d'éducation est très faible. Ils ne sont pas conscients de ça du tout. Ils consomment, mais ils s'en fichent de rien. C'est ça le problème aussi, là. Le niveau d'éducation. Oui, le niveau d'éducation dans ces pays-là, -là, c'est pas fort, ça. Ça fait qu'ils sont inconscients. Ils consomment, mais ils pensent à rien. C'est terrible. Hey, si tu me dis que 100 millions de Vietnamiens qui vivent sur le territoire de la Gaspésie, tu me dis là-dedans que le niveau d'éducation est en bas, ça rend aussi la tâche très compliquée pour essayer de changer le paquebot, là. C'est puis parle-moi un peu de la liberté d'expression au Québec versus le Vietnam. Puis on va changer de sujet parce que là, je veux toucher ces questions-là avec toi, le politique. Je pense que c'est ça que nos auditeurs veulent t'entendre parler. Jean-Marc t'a posé la question. Je veux te voir parler là-dessus. Les femmes t'ont changé beaucoup. Moi, je pense qu'au Québec, là, si on veut parler des valeurs québécoises ensemble, toi puis moi, ce soir, on peut en être très fiers de nos femmes au Québec. Moi, je pense que les femmes retiennent beaucoup, c'est ce que j'ai appris dans l'histoire. Quand tu disais que les femmes, quand ils trouvent un gars de leur goût, ils s'y gênent moins que peut-être une Vietnamienne d'aller te le dire. Puis, comme tu dis, ça... Et ça, je pense qu'on a aussi... beaucoup dans nos coutumes c'est du côté amérindien. Hein? Les femmes étaient je sais ce que j'ai appris là d'un cours de sexualité en histoire vis-à-vis les Amérindiennes. Et les Amérindiennes étaient très libérées. Ils n'étaient pas soumises à un homme. Si une femme trouvait un autre homme de son goût, puis ça se faisait d'un commun accord, puis chose certaine, les Français ont aimé beaucoup ça. Parce que l'autre chose que j'ai appris, Chaud, il n'y a pas juste toi qui as aimé les Québécoises. Les premiers Français qui sont arrivés ici, puis j'ai réalisé ça plus tard, Louis Riel, tu sais, qui a été pendu par les Anglais, mais qui était dans le coin du Manitoba, hein? Puis c'était un métis. Puis il parlait français.
Puis je me demandais pourquoi que il y avait des tribus qui parlaient français, puis mais j'avais jamais réalisé, parce qu'il y a eu la conquête en 1760, mais il y avait des communautés françaises qui étaient sur le territoire, qui n'étaient pas soumis à la province of Québec, qui erraient dans le reste qui allait être le futur Canada. Puis c'est que il y a beaucoup de coureurs des bois qui, justement, essayaient de fuyer les taxes que le gouvernement français chargeait sur le territoire de la vallée du Saint-Laurent qui contrôlait le mieux. Mais ceux qui s'évadaient un peu plus loin se sont vite mis de chum avec les Amérindiennes, et les coureurs des bois là rêvaient pas de retourner en France comme toi là. Ils ont vraiment apprécié cette ouverture-là, cette liberté qu'on avait en Amérique, qui était vraiment contrastant avec ce qu'ils vivaient, entre autres, en France. Puis, donc, c'est quand tu dis que les Québécoises, moi, je suis très fier de l'égalité homme-femme au Québec. Ça, parle-moi de ça aussi. Vas-y, Chaud. C'est une valeur au Québec qui est très importante. Hein? Je pense que... Vas-y. Parle-moi des Québécoises encore. Rassure-moi. Alors, en Asie, là, c'est compliqué. Les femmes en Asie, OK? Probablement, elles vont me tuer, là. Parle proche de ton micro, Chaud. Ils cherchent toujours un homme riche, mais intelligent, comme on dit. Pas ici. Ici, une fille, elle trouve le gars à son goût. C'est tout. Au final. Mais elle ne cherche pas la richesse des diplômes et tout ça. Mais en Asie, ils cherchent toujours l'homme est plus riche, mais une position quelconque, et tout ça, comme ça. J'aime pas ça. L'amour, pour moi, là, c'est pas une question d'argent. L'amour, c'est tout court. C'est pas une question d'argent. C'est tout. Au final. Je suis content que tu dises ça, Chaud. Oui. J'avais pas réalisé ce que tu dis là. Effectivement, je sais pas s'il doit sûrement en avoir dans le reste du monde, mais effectivement, les Québécoises, quand il y a d'autres critères que la fortune. Mais je te dirais que chez les jeunes, sur les réseaux sociaux puis tout ça, ça a peut-être changé dans le sens contraire. Mais encore au Québec, je suis d'accord avec toi. Il y a cette pureté-là dans l'approche des Québécoises qui existe encore. Liberté d'expression, Chaud, tu me parlais au Vietnam qu'il n'y en a pas de liberté d'expression. On va-tu voter au Vietnam? Comment ça fonctionne? Y a-tu de l'immigration illégale au Vietnam? Parle-moi un peu de ça. Vietnam, c'est plutôt comme. C'est pas la population qui vote les députés, là. Il n'y en a pas. Non? Ils votent entre. Non. Je sais pas comment ça marche, mais il n'y a pas des élections en général comme nous autres ici. Ils votent entre eux autres, je sais pas comment, là, mais il n'y a pas d'élection comme ici. Ah oui? OK. Ah, je suis content que tu me dises ça. Ben, content. Je suis pas content. Ça m'intéresse. Donc, il n'y a pas... qui décide du président au Vietnam? C'est qui le président actuellement au Vietnam? Tu le sais-tu? Je ne sais même pas. Ah non? Donc, c'est pas un gars qui est très marquant comme ça? Mais je ne sais pas comment ils votent pour le président et les députés, et tout, comprends-tu? Ouais. La population, je ne sais pas, la population, il n'y a pas d'élection générale et rien.
OK. Puis, parle-moi donc de François Legault. Toi qui es de la région de Québec, là, je sais que tu étais parti au Vietnam là, 3 mois cet hiver, mais de ce que tu t'as lu, puis de ce que tu suis en politique québécoise, parle-moi donc des premiers mois du règne de François Legault. Comment tu trouves l'approche de notre nouveau gouvernement? Mais c'est vraiment différent des autres. Mais les autres gouvernements en précédent, que ce soit péquiste ou libéral, tout c'est trop mou. Trop mou. Ah oui, tu Comme mettais j'ai les dit tantôt, péquistes et les libéraux dans le même sac? mais comme j'ai dit tantôt, au Québec, on a besoin de main-d'œuvre. Mais ce main-d'œuvre-là, il faut que ce soit dans un cadre. Oui. Quand tu viens au Québec, il y a des lois, des règlements, faut que tu les suis. Tu travailles pour le Québec. Comme moi, j'ai travaillé pour le Québec. Je suis les lois et les règlements ici. Comprends-tu? Donc, tu réagis fortement, toi, à une Valérie Plante qui dit de ne pas suivre les lois, des commissions scolaires anglophones de Montréal qui disent qu'il ne faudrait défier la loi. Les signes religieux, toi, chaud, je sais que ça fait 15 ans là, que tu as pris ta retraite. Je sais qu'à l'école secondaire Les Aides-Chemins à Québec, là, la question se pose pas. Là, c'est pas quoi que ça fait quoi moi aussi une bonne quinzaine d'années que j'ai pas mis les pieds là-bas. Mais c'est une question qui est surtout montréalaise. Ta position face à ça, est-ce que pour toi c'est un signe qu'on devrait interdire ou c'est le free for all puis c'est le bar ouvert pour tout le monde? C'est parce que les jeunes enfants, ok? Les jeunes enfants, là, leur cerveau, là, c'est très manipulable. Tu peux manipuler comme tu veux. Comprends-tu? Oui. C'est pas que ces signes-là, ça peut l'influencer. Tu vois pas. Mais moi, sincèrement, un enfant, là, quand il est jeune comme ça, là, il est né, là, si tu mets dans sa tête qu'on faut mettre des rubans sur ta tête, là, il va le faire. Mais lui, quand il est jeune, il était comme ça. Comprends-tu? C'est, 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 c'est- un Hey, enfant, là, chaud. faut pas que tu... Effectivement, puis j'ai mis sur ma page Facebook une référence à ça parce que c'est bon que tu en parles parce que je veux revenir là-dessus. Laisse-moi juste le trouver. C'est un organisme canadien qui a mis sur sa page couverture pour son édition de cette année. Une photo de la manifestation. C'est ça, la couverture du rapport 2018 de la Commission canadienne des droits de la personne. On voit un monsieur avec une petite fille voilée qui a le bras en l'air. Il y a beaucoup de personnes là, qui ont tiqué là-dessus. Effectivement, chose, c'est ce qui est préoccupant de voir là, certains là, nous introduire une mentalité. Toi, tu es au Québec depuis 64. On a enseigné, toi puis moi, avec un professeur de religion musulmane qui était au Québec qui était au Québec là depuis les années 80. 85 environ. Là, je me rappelle plus de son nom, mais je pense que tu t'en rappelles-tu, toi, chaud? Mais bref, les gens qui venaient, qui immigraient au Québec dans les années 80, 90, on le sentait pas trop, mais là, avec ce qu'on voit actuellement, surtout sur l'île de Montréal, chaud, puis à Québec, moi, dans le coin de Sainte-Foy, j'ai vu quand même apparaître dans un pays des gens en burqa, puis dans le coin de l'Université Laval. Je sais pas si tu en as vu toi aussi, mais le phénomène là arrive un peu partout là dans nos sociétés. C'est quelque chose qu'on n'avait pas à débattre il y a une vingtaine d'années. Là, pour des raisons obscures, inexpliquées,
on nous impose des gens qui viennent vivre ici, et là, on le voit là, depuis 3 semaines, dans un but d'imposer leur vision, leur religion. Nous, la religion, ça fait... toi, qui es là depuis 64, là, tu l'as vécu, là, le Québec qui s'est déconfessionnalisé. Donc, je veux t'entendre parler là-dessus parce que il est là le malaise. La loi s'applique entre autres pour le voile islamique. Puis moi, là, on a offert une clause grand-père dans la loi 21. Donc, ceux qui ont un droit acquis, s'il y en a une acharnée à Leslie, là, où on enseignait avant chaud, elle ne perd pas son droit, là, puis elle peut le garder là, jusqu'à la fin de sa carrière. Mais les nouveaux, eux autres doivent se plier à cette nouvelle condition-là. Écoute, je suis surpris des débats qu'on a actuellement, puis à qui on donne la parole. On est rendu qu'on donne la parole à Adil Sharkawi. Je sais pas si tu as vu la joke de Ève Torres sur Allah qui s'est vengé avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. De surveiller nos églises ici, là, parce qu'on pourrait y mettre le feu si on continue avec la loi 21. Ça commence là à délirer. Toi, de l'extérieur, là, tu réagis à ça. Je sais que tu as une opinion là-dessus. J'aimerais ça t'entendre. Vas-y. Mais, regarde, les Asiatiques, les Vietnamiens, ici, on a des bagottes, là. OK? Oui. Mais on a construit des bagottes à Montréal, à Québec ici aussi, mais on n'impose pas la religion bouddhiste, là. Comprends-tu? On va pas... non. Non, t'as jamais demandé un lieu de prière à l'Université Laval pour ta religion, Chaud? Non, on a des bagottes ici. On a des bagottes ici. Les fins de semaine, on vient là pour prier, ceux qui en veulent. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis on n'a rien contre ça. Il n'y a pas personne qui est empêché de le faire, même dans leur religion. Mais ça, c'est imposé chaud par le gouvernement fédéral dans une politique multiculturaliste où, je ne sais pas si tu te rappelles, je ne sais pas si tu suivais beaucoup la politique au Québec à l'époque, mais Pierre Bourgault, René Lévesque nous avait dit, le multiculturaliste, cette politique-là qui veut que c'est les nouveaux arrivants qui imposent leur vue sur le pays qui les accueille. Ça l'a développé aussi au Québec, un anti-Québec. Il y a des gens là sur l'île de Montréal où le drapeau du Québec là a de la misère à flotter. On a une mairesse à Montréal qui le trouve trop identitaire. C'est pour ça qu'elle le met pas, à cause de la croix, puis que ça divise les Montréalais, que son drapeau est beaucoup plus inclusif. C'est quand même... c'est ça, là. Toi qui es de Québec, là, vous êtes très loin de ça. Est-ce que de ce qui se passe avec le projet de loi 21, au moins, ça nous permet d'en parler plus? Moi sincèrement, là, le crucifix, pour moi, c'est le symbole du Québec. OK. Parce qu'aujourd'hui, on va plus à l'église. Les jeunes Québécois, ils ne viennent plus à l'église comme dimanche, mais le crucifix, c'est tout simplement, moi, je dirais, c'est le symbole du Québec. C'est pas un signe religieux. Le signe religieux, maintenant, les jeunes, ils vont plus à l'église. Comprends-tu? Ah oui, c'est ça. Chose, c'est ça. Nous autres aussi. Moi, je suis catholique d'origine. Mes 2 premiers enfants sont baptisés. Le dernier ne l'est pas parce que je n'avais assez. La religion, je la respecte. J'aime bien. Mon père, quand il est mort il y a 2 ans, j'ai apprécié d'être dans une église pour me recueillir. Puis c'était le lieu idéal pour moi. Puis je respecte ça dans toutes les religions. Puis c'est notre idéologie, notre pensée face à la religion au Québec. Moi, je pense qu'on est une des régions, puis tu me corrigeras si j'ai tort, Chaud. On est une des régions où on a le plus évolué là-dessus, où les mythes
L'idée qu'il y a un enfer, qu'il y a un paradis, puis moi, ma mère m'expliquait à l'époque que les frères lui expliquaient que les limbes, que c'était entre le ciel et l'enfer, qu'il fallait surtout pas se trouver là-dedans. On utilisait beaucoup la peur. Et je regarde ce qui est ressurgit, entre autres, dans les propos d'Ève Torres, là, d'un Dieu qui se venge actuellement parce que on est pour la laïcité. C'est un peu le message qu'elle lance en arrière. Un gars comme Chaulière, il se laisse pas impressionner par ça. Puis j'aime ça que tu nous appuies là-dedans, que tu te laisses pas embarquer. Est-ce que c'est le cas des Québécois comme toi, là, des Vietnamiens que ça fait 50 ans qu'ils sont ici, de l'Italien qui, dans la région de Montréal, parle juste anglais, mais qui vit ici depuis 50 ans, ont pas mal toutes la même opinion que toi là-dessus? Ouais, moi, je me considère, le Québec maintenant, c'est mon pays, comprends-tu? Oui. C'est mon pays maintenant. Le Vietnam, ce n'est pas mon pays. Je viens là pour visiter, pour observer, la façon qu'ils vivent. Quand je reviens ici, je me sens tellement favorisé. La qualité de vie ici, que ça au monde, c'est incroyable. Chaud, je vais te poser une question difficile. Parce que là, tu me dis que tu es Québécois, puis ton pays, c'est le Québec. On sait qu'au dernier référendum, les Québécois... mais toi, tu es un francophone. Je peux même pas te mettre dans ce bassin-là, mais tu dis que tu es Québécois, mais ta nationalité, ton passeport, il est canadien. Toi, demain matin, on deviendrait Québécois. Est-ce que tu penses que ça pourrait nous enlever des choses? Est-ce que Chaulier serait perdant que le Québec devienne indépendant demain? J'aimerais ça voir ta vision là-dessus. On s'en est jamais parlé de ça, mais il est de plus en plus difficile de dire que tu es Canadien et Québécois en même temps. Moi, je trouve ça de plus en plus difficile à concilier compte tenu de ce qu'on peut nous faire vivre depuis le référendum de 95. Mais moi sincèrement, là, quand je suis fier de parler français. C'est ça. Okay? Oui. Je suis fier de parler français québécois. Mais le problème, c'est que quand on est un grand pays, OK? Si on détache, si tout le Canada, toutes les provinces se détachent, on devient plus faible. On devient plus faible. OK? Il faut qu'on s'unisse ensemble. C'est ça la force. Avec qui? Okay? Avec qui, Chaud? Mais regarde, j'ai dit toujours, quand on s'unit ensemble, beaucoup ensemble, on est plus fort. Mais quand on se détache, on devient plus faible. Quand on unit ensemble, on a beaucoup des avantages. On s'échange les ressources naturelles. On s'échange. Donc, Chaud, le Vietnam, si je suis ta logique, le Vietnam, tous les pays qui sont là-dedans devraient tous devenir chinois. Mais vous pas, là. Vous pas, le Vietnam, là. Ça va être envahi par la Chine. Ils sont 1,5 milliard personnes. OK? Oui. Ils sont 1,5 milliard personnes. Ça fait que sont tellement nombreux. Le Vietnam, c'est 100 millions. Même, ils sont 15 fois, 20 fois plus grands comme un truc. Ça fait que, gars, non, mais moi, ce que je veux t'exprimer, Chaud, moi, j'ai plus une formation en histoire, puis quand tu me parles de quand on s'unit, on est plus fort. Moi qui a fait un peu, je connais un petit peu mon histoire. Est-ce que tu considères que nos amis du Canada anglais qui se sont ajoutés là après l'indépendance américaine, qui sont venus vivre avec nous autres ici, est-ce que tu connais la nature des premiers Anglais qui sont venus vivre au Canada? Des colonisateurs.
Chaud, c'est pas juste des colonisateurs, c'était ceux qui refusaient l'indépendance américaine. Donc, c'était ceux qui souvent vivaient là, des privilèges du roi d'Angleterre, qui l'ont défendu jusqu'au dernier moment avant que les Américains indépendantistes les mettent dehors. Et ceux qui sont pas retournés en Angleterre, il y en a une petite gang qui sont partis et qui sont venus vivre avec nous autres dans la province of Québec, dans dans le nord où que personne voulait venir vivre parce que c'était très dur, les conditions de vie étaient très difficiles. Mais on a eu une couple de loyalistes qui refusaient l'indépendance américaine qui sont venus vivre avec nous autres. Essentiellement pour garder leurs privilèges auprès du roi d'Angleterre. Puis cette population-là qui s'est développée chaud, là, moi, quand tu me dis qu'en s'unissant, on est plus fort, moi, je t'ai posé une question, j'aimerais ça qu'on réfléchisse ensemble là-dessus. S'unir avec qui? Quand je te dis le Vietnam devrait devenir chinois, c'était juste pour te montrer un exemple que pour moi, le Canada anglais est aussi étranger pour moi comme Québécois qu'un Vietnamien l'est avec les Chinois. C'est-à-dire que ce que je comprends, moi, dans les dernières années, chaud, la situation géographique du Québec, puis comment notre colonisateur britannique a essayé de nous tasser en Amérique. Je pourrais te parler de la pendaison de Louis Riel, justement, que je te parlais tantôt au Manitoba. Je pourrais te parler de l'expérience. Tu me disais que tu étais fier de parler français en Amérique. Puis l'autre jour, il y a Jean Chrétien qui disait, tout le monde en parle, c'est grâce au Canada qu'on parle encore français en Amérique. Je m'excuse, mais le Canada, qui, entre autres, dans l'Ouest, a été formé par des orangistes, des gens qui se faisaient une fierté d'éliminer tout aspect français. Je dois te dire que cette union-là, comme quand tu me dis que tu es fier d'être Québécois, il y a une petite chose qui nous reste à faire comme pas, c'est d'essayer de dire que l'union que tu me parles, qui ferait la supposée force du Québec, cette union-là, là, nos intérêts économiques ne sont-elles pas vers New York, vers le sens naturel du Saint-Laurent qui est vers l'océan Atlantique? C'est ce que je suis en train de réaliser. Notre position géopolitique est très importante, chaud. Puis on va s'en reparler dans les prochaines émissions. Parce que ça, je veux te péter la bulle canadienne. Je veux vraiment t'expliquer le pourquoi je suis fier d'être Québécois. Puis quand tu me dis que tu es fier d'être Français, si on continue à suivre le Canada, puis dans sa politique d'immigration qui nous éteint tranquillement, cette politique-là de l'immigration que tu ressens fortement avec moi, là, cette impression qu'on est en train de nous envahir, cette façon de faire-là, elle existe au gouvernement britannique quand ils nous ont conquis. Ensuite, ça s'est appelé le gouvernement canadien. Ils se sont servis de l'immigration pour nous rendre minoritaires. Sache chaud que quand le Canada est né, il y avait plein de communautés françaises dans l'Ouest canadien qu'ils ont complètement effacées. Il reste une province française actuellement, et c'est au Québec. Et depuis le référendum de 95, tu le vois là, tu me le dis, Carl, on est maintenant rendu avec des immigrants qui viennent nous imposer leur vision. Toi-même qui as accepté de vivre avec nous puis d'adopter nos façons, toi aussi, c'est ça. Ça, c'est ce que je vais bâtir avec toi, chaud. C'est vraiment le commun qu'on a parce qu'on sent qu'on nous manipule là-dedans, qu'on essaie de nous faire passer pour des racistes, des gens qui sont peu ouverts. Puis chaud hier ce soir me confirme ce que je crois moi aussi des Québécois, qu'on est très accueillants. Que ceux qui veulent venir vivre
puis se préoccuper du français. Moi, ma culture française en Amérique, j'y tiens beaucoup. Il y a beaucoup de Vietnamiens que j'ai parlé aussi chaud avec. J'en connais pas beaucoup, mais je suis tellement fier que, entre autres, j'ai connu chaud, puis qu'il y ait des Vietnamiens qui est venu renforcer la francophonie américaine. C'est ça que je suis très fier aussi, chaud. C'est un point commun qu'on a ensemble. Moi, là, quand je parle à un Québécois. Quand tu ris des mêmes jokes que moi, je t'en demande pas plus. T'es même pas obligé de chanter du Gilles Vigneault puis de manger de la poutine. Mais c'est ça aussi qui, je pense aussi, tu t'es attaché à nous autant qu'on s'est attaché à toi. Oui, oui. Je suis très fier d'être Québécois. Puis, oui. Hein? Oui, oui, mais oui. En tout cas, je suis vraiment fier. Puis j'ai travaillé pendant 33 ans pour former des scientifiques du Québec. C'est incroyable. Les jeunes Québécois sont très brillants. Hey, l'école secondaire Les Etchemins ont eu un professeur de chimie qui venait du Vietnam, qui nous a donné des cours. Vraiment, c'est ça aussi. Quand ils nous disent que la diversité nous enrichit, t'en es un exemple, chaud. Puis, t'es aussi, tu partages la même chose, t'as une discipline. T'as une discipline de travail. Parle-nous, là, on a essayé aussi de nous faire croire qu'on n'était pas des travaillants. Moi, j'ai un Lucien Bouchard là, qui nous avait sorti à l'époque un genre de rapport des Lucides qui disait que les Québécois travaillaient pas assez. Toi, qui es un Vietnamien travaillant, comment tu nous considères, nous, les Québécois, sur une échelle de 10? On est-tu des travaillants ou on est des gens qui aiment se laisser vivre? Je peux pas évaluer de 1 à 10 quand même, mais tout ce que je vois, mes étudiants, ils ont bien réussi, en tout cas. Oui, hein? Le système scolaire québécois, parle-moi-en donc un peu, chaud. Mais, quand ça dépend des professeurs. Si moi je suis plate dans mes cours, OK? Mes élèves, ils vont lâcher le cours, puis ils n'aiment pas ça, comprends-tu? Oui. C'est que la première chose à faire, je rends mes cours le plus applicable possible, le plus intéressant possible. T'en souviens-tu, quand j'ai parlé de réaction d'oxydoréduction, j'ai amené une vieille aile de Renault toute rouillée, je rentre dans mon cours. Une aile de Renault toute rouillée. Les élèves, qu'est-ce que tu fais là? C'est l'oxydoréduction. Ça s'applique vraiment dans la vie, la chimie. Ça s'applique dans tout. Mais j'ai fait une farce. J'ai dit, la chimie, je connais comme dans mes bouts des doigts. Mais la chimie de l'amour, je comprends rien. Quand je rencontre dans Québécois, je me je comprends rien. Ah oui, puis l'autre chose aussi, tu t'es adapté à l'hiver, hein? Tu as fait beaucoup de ski avec tes filles, hein? Du ski alpin. Oui. On a fait une couple de fouilles, hein? Oui, puis oui, ça, tu te rappelles, effectivement, la seule fois qu'on a fait du ski ensemble, j'avais pris une fouille monumentale, puis t'en ris encore aujourd'hui. Mais c'est ça, l'hiver québécois, là, à cette heure, tu vas au Vietnam 3 mois par année, mais tu as dû la subir au moins une trentaine de fois. C'est pas tout le monde qui peut vivre là-dedans non plus, hein? Exactement ça. Moi, dans ma génération, à moi, les Vietnamiens, dans les 70 ans, c'est le seul qui fait du ski au Mont-Sainte-Anne 80 fois par saison. C'est beaucoup. Wow! Est-ce que tu en fais encore, chaud, du ski alpin? Oh, de moins en moins, là, parce qu'on vieillit. Hein, Puis tes filles, est-ce qu'elles en font encore? Mes filles, oui. Mes filles, ils en ont un temps. OK.
En tout cas, l'émission tire à sa fin, chaud. Il nous reste 3 minutes. J'aimerais que tu nous dises un mot aussi là de tes anciens étudiants de l'école secondaire Les Aides-Chemins. J'aimerais ça que tu me parles de ce que a été pour toi là le système scolaire québécois. Comment tu peux en être fier aujourd'hui? Parce que parle-moi un petit peu là, de ta fierté. Tu as donné 33 ans dans une boîte aussi où souvent on a dénigré le système scolaire québécois. Moi, je trouve que c'est une belle expérience, que Leslie, l'école qu'on a fait partie, qui est une école publique, a été une école qui a donné de très bons services aux jeunes de la région de la Rive-Sud de Québec. Parle-moi un peu de ton expérience dans le système scolaire québécois. Pendant 33 ans, j'ai contribué au développement des jeunes scientifiques du Québec. Je suis fier de ça. J'aimerais ça leur dire bonjour. Si vous voulez, j'aimerais ça avoir des nouvelles de mes anciennes d'élèves. J'adore ça. Mais quand je les vois réussir, là, je sais pas comment ça fait du bien. Comprends-tu? C'est incroyable, c'est incroyable. Mais parfois, je suis un peu sévère, par exemple, envers mes étudiants, c'est sûr. Parfois, je suis sévère un peu. Mais c'est normal dans l'enseignement, comprends-tu? Vraiment, là, j'ai réussi ma vie. J'ai réussi ma vie. J'ai enseigné, j'ai réussi à faire aimer les élèves des siennes, comprends-tu? C'est sûr, c'est pas tout le monde qui continue à ça, mais je suis fier de ça. J'aimerais ça savoir des nouvelles de mes anciens étudiants. En tout cas, mon courriel, c'est chaulier46@gmail.com. Ceux qui veulent communiquer avec moi, là, chaulier46@gmail.com. Moi, je vais partager l'émission là quand Jean-Marc va l'avoir préparée sur YouTube, puis je vais te l'envoyer le lien. On va la partager. Puis moi, je suis chose certaine, les prochaines vidéos, puis on va dans les prochains mois, je vais descendre te voir. Là, je sais que tu as des amis qui sont bien équipés en matière de caméra vidéo. Donc, on va monter des vidéos à Québec ensemble. Puis, sûrement que la vidéo qu'on fait ce soir là, va circuler dans les prochains jours. Puis, on va faire des vidéos avec de tes anciens élèves. Je sais qu'entre autres là, qu'il y en a qui travaillent dans des, comme tu dis, des médecins. Je suis certain que si on les invite à faire une émission avec Show, ça va leur faire plaisir de venir. Donc, si y en a là que ça leur tente en écoutant là, cette vidéo-là actuellement, n'hésitez pas à venir sur ma page Messenger pour me signifier que vous êtes intéressé. Puis on va prendre rendez-vous avec Show, puis on va préparer. Alors, il y a des vidéos qu'on veut faire là qui concernent tout, qui se rattachent à la chimie. Ton sujet de prédilection, chaud. Et tu voulais parler d'environnement, de climat. On va faire aussi des émissions sur l'alimentation. Tu vas nous expliquer là, les fibres, comment ça nous travaille dans le corps, l'importance des légumes verts, des légumineuses. On va préparer ça là, tranquillement. Puis donc, je vais exploiter ton talent de pédagogue et tes multifonctions que tu as menées à travers ta vie. Tu as encore beaucoup de choses à donner au Québec. Puis, merci d'être là. Merci d'être venu. Puis, Jean-Marc, est-ce que es-tu là toujours? Notre régisseur Jean-Marc? Oui, on est toujours là. Donc, j'ai-tu encore 2-3 minutes? Non, vas-y. OK, c'est beau. Donc, Chaud, c'est ça. Tu vas nous parler, entre autres, là, de la chimie. Parle-moi donc un peu. Il y a une émission qu'on va faire sur les légumes verts et les fibres. Parle-moi un petit peu de ça. Tu me disais que tu n'avais jamais vu encore d'émission qui touche l'alimentation, qui allait expliquer, comme tu allais le faire, toi, la chimie dans notre corps. Qu'est-ce que les aliments font dans notre corps?
Explique-moi ça un petit peu, résume-moi ça un petit peu ce soir. Vite, là. Oui. On a besoin beaucoup de manger des légumes verts. Mais dans les légumes verts, ça contient du chlorophylle. Le chlorophylle, c'est la molécule de chlorophylle. Il est en molécule plutôt. Ça ressemble beaucoup à la molécule de hémoglobine. OK? Mais ces deux molécules-là sont complémentaires. Les arbres et le sang, notre sang, c'est deux molécules complémentaires. Mais j'aimerais ça expliquer dans un cours plus précisément. Là, c'est un petit peu trop long. C'est très important de manger des légumes verts. Oui, puis tu me disais, entre autres, que les fibres dans les légumes verts, oui, chaud, les fibres dans les légumes verts font... Ouais. Tu vas nous donner la différence des deux. C'est ça. Puis on va avoir un meilleur son aussi, chaud. Ce soir, là, on a eu des petites difficultés. On s'en est parlé un petit peu, là, tu vas avoir un casque comme moi, mais toi, tu vas avoir... moi, j'ai un micro sur ma console, mais on va s'organiser aussi là pour que quand tu nous parles, tu puisses bouger. Puis je sais que tu aimes ça travailler avec un tableau. Puis on va améliorer je te l'ai dit aussi par rapport à un rideau vert, tu es prêt à investir un petit peu de ton côté pour qu'on puisse livrer des émissions d'information là qui te passionnent toi aussi. Puis c'est ça, je pense, qui t'anime en ce moment. On s'est parlé plusieurs fois, puis on s'est parlé d'un projet. T'as le goût de faire connaître des connaissances encore. Ton professeur en toi te picote encore. C'est naturel chez toi. Fait qu'on va travailler ça ensemble. L'alimentation, puis moi, l'environnement. Je veux te revenir sur l'environnement, puis on va finir là-dessus. Moi, je trouve qu'on utilise souvent des arguments de peur, chaud. Je trouve qu'on devrait, comme tu dis, l'ignorance a souvent le mépris facile. Souvent, quand on connaît peu, on peut se faire embarquer dans n'importe quelle propagande. Moi, j'ai trouvé qu'il y en a beaucoup qui se sont servis de l'environnement pour se partir des sociétés à but non lucratif qui puis au bout de la ligne là, ça n'a pas fait grand-chose. Toi, je sais que ce que tu vas nous donner comme information, c'est complètement détaché. On a un gars qui connaît bien l'environnement, la chimie. Tu vas pouvoir bien démystifier beaucoup de sujets concernant la science que tu as en toi va nous aider à comprendre. Ça fait plaisir. Parce que tu parlais du pétrole, là, je suis très d'accord avec toi. Notre pétrole, on le consomme selon des critères économiques. On suit en ce moment le besoin de ceux qui sont en arrière du pétrole. Ça crée toutes sortes de conflits dans le monde. Moi, je l'ai déjà dit il y a une couple d'années, tant qu'il y aura une goutte de pétrole dans le monde, je pense que l'être humain réussira pas à se... Hein, ça prend une grosse discipline, chaud. C'est un gros sujet. Si on part ça ensemble, toi puis moi, là, de sauver l'environnement, on s'entend-tu que c'est pas notre objectif? Mais que si au moins on peut informer comme il faut les gens. Puis le pétrole, là, tu me parlais du pétrole, là, c'est vraiment... moi, j'ai écouté Oligarchie. Je sais pas si tu as écouté ce film-là. Comment le Rockefeller... Au début du siècle, tu savais-tu ça que la première voiture, elle a été électrique et non pas à gaz? Les premières voitures qui ont été inventées étaient électriques. Savais-tu ça? Le moyen de transport en commun à Los Angeles, c'était un tramway électrique. Puis quand Rockefeller est arrivé là, tous ceux qui étaient électriques, il les a fait fermer, puis il a développé son pétrole. C'est captivant de voir comment le pétrole s'est imposé dans le monde. Comment les riches de ce monde se sont accaparés rapidement des principaux gisements de pétrole.
Donc, Chaud, je suis content que tu veuilles aborder ce genre de questions-là, puis ta vision scientifique va me permettre de répondre à beaucoup de mes questions. Donc, hey, on se laisse. Puis, moi, si ça te fait rien, si tu es disponible la semaine prochaine, il y a François Saint-Louis qui fait l'émission avec moi le lundi de 9h à 11h. Et je t'inviterai à venir dans la deuxième partie de l'émission de 10h à 11h. Aucun problème. Est-ce que je peux compter sur toi? Puis d'ici là, on va te trouver un micro. Puis on va faire évoluer là, ton tableau en arrière de toi. Tu vas aimer là, ce que on va monter ensemble. OK, ça marche. Donc, merci, Chaud. Puis, on se rejase tout le monde. Jean-Marc, est-ce que tu nous conclus ça ce soir? Bonsoir à tout le monde. Salut, Chaud. Salut. Je te raccroche. Oui. Demain, je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission de le Journal du Soir. Et demain soir, c'est François Saint-Louis qui reprend les ondes. Merci à vous. Bye bye.